Les ingénieurs sont les magiciens qui bâtissent notre monde et façonnent notre quotidien. 15, 14. Des avancées extraordinaires ont changé le cours de l'histoire et nous ont menés au-delà des rêves les plus fous de nos ancêtres. Et décollage. Mais derrière chaque nouvelle frontière se cachent des risques inconnus, auxquels notre ambition se heurte avec fracas. Notre soif de l'impossible peut compromettre des réputations, engloutir des fortunes, détruire l'environnement et faucher des vies. Mais les tragédies sont aussi porteuses d'espoir, car elles poussent les ingénieurs à progresser et à s'adapter. Fermez les portes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces erreurs pour que nous puissions à nouveau accomplir un grand pas pour l'humanité ? Nous aimerions que le sol sous nos pieds soit solide et stable, mais il bouge constamment. La plupart de ces mouvements sont si faibles que nous ne les percevons même pas. Mais une secousse majeure peut détruire une ville entière. Aujourd'hui, nous faisons confiance aux ingénieurs et aux architectes pour limiter les risques et construire des structures capables de résister à un tremblement de terre. Mais il y a tout juste un siècle, le manque de préparation s'est cruellement fait ressentir. En avril 1906, un tremblement de terre rase la moitié de San Francisco et l'incendie qui suit le séisme détruit ce qu'il reste de la ville. Les ingénieurs ont étudié cette catastrophe dans l'espoir d'en tirer des leçons. Pourtant, 88 ans après, un séisme dévastateur frappe Los Angeles et cause 20 milliards de dollars de dégâts en seulement 20 secondes. Les ingénieurs californiens pensaient bien connaître les risques. Pourquoi autant de structures n'ont-elles pas été capables de résister à un séisme majeur ? On nous a dit que ça résisterait au tremblement de terre. En août 2010, à l'autre bout du monde, 33 mineurs chiliens descendent travailler dans une mine de cuivre centenaire. Cette fois, les ingénieurs étaient conscients des risques. Alors pourquoi les mineurs n'étaient-ils pas mieux protégés en cas de séisme et d'effondrement dans la mine ? Nous ne pouvons pas empêcher les mouvements terrestres, mais les ingénieurs peuvent-ils vraiment nous protéger des risques ? Les tremblements de terre sont fréquents dans tous les États-Unis, mais la Californie est probablement l'État le plus souvent touché. On était bloqués. Le sud de la Californie est une région au charme inégalable où savourer les bonnes choses de la vie. La Californie est souvent vue comme offrant un cadre de vie idyllique, mais la vie peut y tourner au cauchemar. Le 18 avril 1906, à 5h13 du matin, la ville de San Francisco a été secouée par un tremblement de terre d'une ampleur effrayante. En 1906, San Francisco était la plus grande ville de l'ouest des États-Unis. Le tremblement de terre l'a quasiment rayé de la carte. Aucune zone n'a véritablement aucune faille à proximité. Certaines d'entre elles, comme celle de San Andreas par exemple, sont bien connues. La faille n'est pas parfaitement droite. Il existe de nombreuses failles plus petites et ici, à Los Angeles, la faille forme des virages responsables de la formation de montagnes. La faille de San Andreas est une faille transformante continentale qui s'étend sur environ 1200 km à travers la Californie. Plus au sud, la faille de Garlock court sur 250 km. Nous sommes à la frontière entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. En Californie en particulier, on a commencé à se préoccuper véritablement des tremblements de terre en 1933, suite au séisme de Long Beach. Cette année-là, l'État de Californie a décidé que les normes de construction, des écoles en particulier, seraient beaucoup plus strictes qu'auparavant. Pour moi, cela marque le début de ce que j'appellerais l'ère moderne de l'ingénierie parasismique. Dans les constructions des années 1960 et 1970, les rez-de-chaussée étaient souvent très ajourés, ce qui faisait que ces bâtiments présentaient donc des faiblesses majeures.
Le tremblement de terre de 1971 à San Fernando a attiré l'attention sur ces structures comportant des niveaux dits souples. Dans les immeubles d'habitation, les 2 ou 3 étages supérieurs sont généralement en bois et donc relativement solides. Et le rez-de-chaussée est réservé pour le parking. On cherche à avoir un accès facile. On veut une façade ouverte. C'est ce genre de raison qui pousse à concevoir des rez-de-chaussée aussi ouverts que possible. Mais le bâtiment est alors beaucoup plus vulnérable. Les codes de construction ont été considérablement renforcés pour rendre les structures beaucoup plus résistantes, plus durables, plus ductiles, comme disent les spécialistes, et donc plus résistants au séisme. Toutes les zones urbaines abritent une grande diversité de bâtiments, car les codes de conception évoluent au fil du temps et les évolutions ne sont pas nécessairement mises en œuvre dans les constructions déjà existantes. La construction de nouveaux bâtiments respecte ces codes, mais les transformations nécessaires pour mettre aux nouvelles normes des bâtiments plus anciens ne sont pas toujours obligatoires. Les ingénieurs et architectes californiens ont tiré beaucoup d'enseignements du tremblement de terre de San Fernando en 1971. Mais la construction de nouveaux bâtiments résistants au séisme et la modernisation des bâtiments plus anciens dans cette région souvent touchée ressemblent depuis toujours à une course contre la montre. Plusieurs séismes de moindre ampleur en 1987, puis en 1989, ont poussé les ingénieurs à trouver de nouveaux moyens de protéger les nouveaux bâtiments de première importance. Il y a eu une série d'importants tremblements de terre au cours du siècle dernier. Beaucoup de maisons d'une valeur de plus de 300 000 $ ont été dévastées, mais les habitants gardent le sourire et continuent à s'entraider. Il est très difficile de prévoir un séisme. Ce matin du 17 janvier 1994, un silence inhabituel règne sur la ville. Profitant d'un jour férié, les habitants dorment encore. Mais à 4h31, le sol se met à trembler. Tout s'est soulevé, puis est retombé par terre. C'était très violent. C'était le noir total, mais quand j'ai regardé dehors, tout le ciel s'est illuminé. Quand c'est arrivé, j'ai tout de suite compris que ce serait différent de tout ce que j'ai connu. Le séisme, d'une magnitude de 6,7, dure 20 secondes. Son épicentre se trouve à Northridge, dans l'ouest de la vallée de San Fernando. Le jour se lève à Los Angeles. Ils ont sorti les victimes durant la nuit, ceux qui étaient encore en vie et les morts. Vous ne pouviez pas sortir? On était bloqués. Ça n'était pas comme une violente secousse, c'était comme une explosion. Le tremblement de terre fait trembler des bâtiments et des structures jusqu'à 135 km de distance et dévaste les villes et quartiers de Santa Monica, Hollywood, Simi Valley et Santa Clarita. Les dommages sur les bâtiments, les services et les équipements entraînent de gigantesques coupures de courant dans toute la région, des ruptures de conduite de gaz et d'eau. Il règne dans les rues un véritable chaos, mêlant les incendies et les inondations. De nombreux bâtiments ont été gravement endommagés. La structure du parking du centre commercial de Cal State Northridge s'est effondrée. Richard Riordan, le maire de Los Angeles, déclare l'état d'urgence à 5h45, soit 1h14 après le séisme. Le tremblement de terre de Northridge a causé 20 milliards de dollars en seulement 20 secondes. Le bilan officiel fait état de 57 morts, plus de 8700 blessés et 1600 personnes hospitalisées. La vie redeviendra belle, mais pas tout de suite. Ça tremble à nouveau. Encore. L'un des effets immédiats, ça a été toutes ces répliques qui se sont produites tout le long de la matinée du tremblement de terre lui-même. Il y a eu plus de 600 répliques. Le président Clinton se rend dans cette région qu'il a classée zone de catastrophe, 4 heures seulement après une secousse de magnitude de 4,4 sur l'échelle de Richter. La faille à l'origine du séisme de Northridge est ce qu'on appelle une faille de chevauchement aveugle. Aveugle parce qu'on ne sait pas qu'elle est là. Un bord de plaque se déplace horizontalement par rapport à un autre, pas l'un sous l'autre. La faille, jusqu'alors indétectée, se situe à une trentaine de kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles, à 18 km de profondeur.
La forte accélération des mouvements de la faille, aussi bien horizontaux que verticaux, a soulevé les structures de leur fondation et déplacé latéralement les murs. C'est l'énergie accumulée qui a provoqué ces énormes dégâts. Et certaines structures n'étaient pas faites pour supporter une telle accélération. Personne n'avait prévu un tel événement. Ce bâtiment a été construit après 1971, mais on n'était pas en sécurité. Les ingénieurs californiens ont tiré 3 grandes leçons du séisme de Northridge, qui a dévasté toute la région. Certains bâtiments se sont tassés à cause des dégâts. Très vite, il est apparu que les bâtiments à niveau souple, les plus anciens situés près de l'épicentre, n'avaient pas résisté au choc. Le bâtiment a été détruit par le tremblement de terre lui-même. Le rez-de-chaussée s'est effondré, le premier et le deuxième étage se sont effondrés dessus. À Northridge Meadows, à 3 km de l'épicentre, un complexe résidentiel entier s'est effondré. Je pensais que ce bâtiment était très sûr. On nous a dit que ça résisterait au tremblement de terre. J'ai été projeté à terre. Je crois que c'est quand les 2 étages se sont effondrés sur le rez-de-chaussée. L'effondrement du rez-de-chaussée de cet immeuble de 163 appartements entraîne la mort de 16 personnes. Les étages rigides qui abritaient les appartements se sont effondrés sur le parking au rez-de-chaussée. C'est comme si vous aviez une boîte très rigide posée sur une sorte de château de cartes. Avec le séisme, le château de cartes n'arrive plus à soutenir la boîte et finit par s'effondrer. Ce type de construction existe encore aujourd'hui. Los Angeles comptait encore environ 13 500 bâtiments à niveau souple en 2016. On estime que la consolidation de chaque bâtiment coûterait jusqu'à 130 000 $ aux propriétaires. Le Getty Center était en construction lors du séisme de Northridge. Nous avons reçu un appel de l'entrepreneur nous disant qu'il avait trouvé des fissures dans certains cadres rigides en acier, ce qui ne cadrait pas avec la force de ce séisme. Ils n'ont pas vu d'acier tordu, à leur grande surprise. De nombreuses soudures étaient rompues et ces ruptures avaient souvent provoqué des fissures dans l'acier lui-même. C'était très surprenant pour tous les spécialistes. Les bâtiments en acier sont conçus pour être flexibles et mobiles. C'est cette flexibilité qui est censée leur permettre de résister aux tremblements de terre. Ils doivent pouvoir, en quelque sorte, suivre les mouvements du séisme. Pour concevoir des bâtiments résistants au séisme, on avait traditionnellement recours à des cadres rigides en acier, avec des poutres horizontales et des colonnes verticales. On parle de connexion rigide ou de connexion fixe avec la poutre fixée sur la colonne. On pensait que les connexions entre les poutres et les colonnes seraient rigides et qu'en cas de dommage, la poutre formerait une charnière, qu'elle se déformerait. Je pense que personne n'avait jamais vu de rupture à la traction dans un acier de construction doux. L'acier n'est pas censé réagir comme ça, mais c'est bien ce qu'il a fait. Northridge a tiré la sonnette d'alarme sur les connexions des cadres rigides en acier. Des travaux ont été menés avec le financement de la FEMA. Très vite, ils se sont concentrés sur un point précis, comment traiter ces ruptures de connexion. 3 solutions ont émergé, modifier la poutre, renforcer la poutre ou renforcer la connexion entre la poutre et la colonne. Après avoir constaté que les assemblages soudés des bâtiments à ossature métallique ne se comportaient pas comme prévu en cas de contrainte, les ingénieurs ont mis au point un profilé en forme d'os, avec un segment ductile et des extrémités élargies. En rognant une partie de la poutre, ils s'assurent qu'en cas de tremblement de terre, la connexion cède au bon endroit, dans la poutre elle-même et non au point de connexion avec la colonne. Cette modification éloigne l'impact des forces exercées de la soudure et apporte de la visibilité sur le comportement de la poutre. Pour la plupart des structures, des ingénieurs spécialisés sont tenus de mener ce qu'on appelle des observations structurelles. Il s'agit simplement de contrôle de qualité pour vérifier que toutes les personnes travaillant sur le projet comprennent ce que l'ingénieur avait prévu. On dispose désormais d'options bien meilleures. C'est le jour et la nuit. Ce sont des avancées majeures pour notre profession et pour tout le secteur de la construction. Los Angeles est une ville conçue pour la circulation automobile. Ses habitants ne pourraient pas se passer de ces autoroutes.
Le séisme a détruit des tronçons de l'autoroute de Santa Monica, appelée I-10, la plus fréquentée des États-Unis, et coupé des axes de transport et de déplacement vitaux. On avait identifié un certain nombre de ponts en béton défectueux dans l'État de Californie. En 1994, le pont en béton de l'I-10 n'avait pas encore été consolidé. L'I-10 traverse le cœur de Los Angeles et constitue un axe de circulation majeur entre l'Est et l'Ouest. Le tremblement de terre provoque l'effondrement complet du pont, situé à 30 km de l'épicentre, sur la rue en contrebas. Ce n'était pas une structure très haute, mais elle comportait des piliers de différentes hauteurs en raison de l'inclinaison du sol. Les piliers plus courts ont dû supporter une charge sismique plus forte que les piliers plus longs. Et comme il s'agissait de structures anciennes, ils ont cédé, ce qui a entraîné l'effondrement de certaines portions de l'autoroute. Le département des transports de Californie est responsable des autoroutes et des ponts. La modernisation de plus de 1000 ponts était déjà prévue, mais après le séisme de Northridge, il fait examiner 1655 autres ponts répartis dans tout l'État. Le projet de renforcement des ponts qui s'ensuit coûtera 12 milliards de dollars. L'idée est toujours de garder les structures ouvertes, tout en renforçant nettement leur résistance. Le séisme de Northridge a été une sorte de laboratoire. On a vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. C'est comme dans la plupart des professions. Les échecs nous en apprennent plus que les réussites. Il y a eu beaucoup d'évolutions très importantes. Les codes de construction ont été améliorés. On comprend beaucoup mieux les causes des séismes. On comprend bien mieux que par le passé comment des sols pauvres peuvent amplifier les effets d'un tremblement de terre. Tout cela fait partie de ce que nous avons appris du séisme de Northridge. Nous n'avons aucun moyen de prédire un séisme. Il existe des systèmes d'alerte précoce. Nous identifions les petits mouvements se produisant dans les failles. On peut alerter la population, mais pas évacuer. On ne sait jamais exactement ce qui va se produire. Nous avons mis au point un scénario de tremblement de terre à Caltech. Nous avons analysé les résultats et en avons tiré une conclusion. On peut s'attendre à l'effondrement d'une douzaine de grands bâtiments si ce type de tremblement de terre se produit. Des événements sismiques ont lieu chaque jour. Et il se produit périodiquement une secousse majeure. Et nous savons, d'une certaine manière, que ceux qui n'ont pas compris ce que nous essayons de faire en matière de construction parasismique comprendront à ce moment-là. Et la leçon sera rude. Toutes les avancées en matière d'ingénierie sismique restent théoriques, jusqu'à ce qu'elles soient mises à l'épreuve du réel. Les Californiens s'attendent à un nouveau séisme majeur. Il est inévitable. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sauront si les progrès réalisés dans l'ingénierie et les infrastructures sont efficaces. La connaissance approfondie que les ingénieurs d'aujourd'hui ont de la conception de bâtiments parasismiques est le fruit d'expériences pénibles, de l'étude de tragédies comme la catastrophe de 1906. Pourtant, en 2010, des hommes se font une fois encore surprendre par des mouvements tectoniques imprévus. Cette fois, il s'agit d'une mine de cuivre au Chili. L'exploitation minière est par définition une activité risquée, mais faute d'un plan de sécurité approprié, une trentaine de mineurs sont pris au piège, déclenchant la mise en œuvre de l'une des opérations de sauvetage les plus risquées jamais organisées. L'exploitation minière fait partie de l'identité chilienne. Elle participe au folklore du pays. Tous les enfants chiliens grandissent en lisant Subterra, qui raconte la vie d'une mine et des mineurs qui y travaillent. Une fête nationale du mineur a lieu chaque année.
Le Chili est un pays tout en longueur qui s'étend du nord au sud de l'Amérique du Sud. Le Chili est un pays qui longe les Andes sur plusieurs milliers de kilomètres et les Andes sont riches en minéraux. Il y a beaucoup de cuivre au Chili. L'exploitation minière est donc un secteur essentiel de l'économie chilienne. L'exploitation minière n'est pas seulement un vecteur de richesse, c'est aussi un mode de vie qui remonte à plusieurs générations. On travaille en haute altitude, loin de sa famille, presque la moitié de l'année. C'est un travail très respecté. On peut y travailler toute sa vie, on peut y passer toute sa vie. La majorité des grandes mines de cuivre chiliennes sont situées dans le désert d'Atacama, dans le nord du pays, qui couvre un tiers de sa superficie. Il y fait très chaud, très sec, mais les nuits sont très froides. Aucune espèce ne peut y vivre. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. Le ciel est dégagé plus de 350 jours par an. Si dégagé que c'est là qu'on installe les plus grands radiotélescopes. C'est un lieu très spécial. La nuit, on n'entend absolument aucun bruit. C'est très spécial. Il faut y aller pour s'en rendre compte. Vraiment. La mine de San José se situe à 150 km au nord de Santiago, la capitale du Chili. La ville la plus proche de la mine s'appelle Copiapó. San José est une mine de cuivre et d'or, située dans une zone granitique. Le granit est une roche compacte et très dure. L'exploitation de la mine remonte aux années 1880. L'exploitation a démarré à la surface et se poursuit aujourd'hui à 600 mètres sous terre. La mine n'était pas sûre, et ça n'avait rien à voir avec son âge. Une mine correctement exploitée peut l'être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minerais. Cette mine présente une structure particulière, composée de salles soutenues par des piliers. Il y a des zones horizontales et on taille la roche de manière à former des sortes de piliers pour soutenir la partie supérieure. Et ces piliers doivent être entretenus en suivant les directives des ingénieurs. Certains mineurs ont affirmé que du minerai avait été prélevé sur ces piliers, privant ainsi la mine d'un soutien essentiel. C'était une mine très informelle. Presque un repère de marginaux. Ce n'était pas une mine normale, mais en raison du danger, ceux qui y travaillaient étaient bien mieux payés. Dans la communauté des mineurs du nord du Chili, les hommes qui y travaillaient étaient vus comme des kamikazes, car la mine était extrêmement dangereuse. Il pouvait y avoir des éboulements. On est à 600 mètres sous terre. En gros, on est sous une tour de granit qui peut s'effondrer par endroits simplement sous l'effet de la gravité. La mine de San José est la propriété de la société minière San Esteban, sanctionnée à 42 reprises pour des manquements aux règles de sécurité entre 2004 et 2010. La mine de San Antonio, la jumelle de San José, s'était déjà effondrée. À l'époque, la ministre du Travail a essayé de faire fermer la mine. Des mineurs étaient morts, d'autres étaient mutilés. C'était une mine très dangereuse, mais elle employait encore 200, 300 personnes. Elle rapportait de l'argent, mais elle était connue pour sa fragilité. En 2007, à la suite d'un nouveau décès, la direction de la mine reçoit l'ordre d'installer des échelles dans les zones d'évacuation et de ventilation, à utiliser en cas d'effondrement. Ces échelles ne seront jamais installées. C'était une mine si grande qu'on pouvait y entrer avec un semi-remorque. C'était colossal. Les gars montaient dans ces camions qui les emmenaient au fond, en surface, puis sous terre. Il y avait une sorte de route circulaire creusée dans la montagne pendant 120 ans, en suivant un filon de minerai de cuivre mélangé d'or. Il fallait environ 40 minutes pour parvenir à la mine. À environ 40 mètres du fond, il y avait une sorte de petite pièce appelée refuge, où les mineurs pouvaient faire une pause et manger, et qui abritait des réserves alimentaires d'urgence sous clé pour que les gars ne les mangent pas. C'était ça leur condition de travail de base. Les mineurs sont des gens très méfiants. Ils voient la mine comme une femme, comme si elle avait ses humeurs. Ils demandaient la permission d'entrer,
Ils ont dit qu'elle avait l'air de pleurer. Elle grognait. Il y avait des sons bizarres. Ils ont eu un très mauvais pressentiment. Ils ont d'abord entendu de petits craquements, presque comme une explosion de dynamite. Mais 10 minutes plus tard, il y a eu une autre explosion. Boum! Ils ont décrit ça comme un énorme bruit sourd. Un énorme nuage de poussière est apparu à la surface. Un nuage interminable, qui ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Ils ont essayé d'appeler les hommes au fond de la mine, mais toutes les lignes téléphoniques étaient coupées. Les mineurs ont essayé de trouver de l'aide. Ils ont marché jusqu'à certaines cheminées de ventilation pour essayer d'atteindre les niveaux supérieurs, mais ils se sont rendus compte que, contrairement à ce qui était prévu, il n'y avait pas d'échelle le long de ces cheminées. Sans aucun moyen d'emprunter une issue de secours, les mineurs se retrouvent coincés. En surface, une opération de sauvetage s'organise. L'administrateur envoie donc une équipe de secours informelle. Ils sont en train de progresser dans les couloirs de secours quand ils entendent des grondements et des tremblements. Des pierres tombent autour d'eux. À ce moment-là, tout le monde commence à baisser les bras. Une atmosphère de deuil s'installe. Tout le monde se dit « c'est terminé, ils sont morts ». L'artère principale de la mine était complètement coupée en deux, empêchant toute sortie, ce que personne, ni à la surface, ni dans la mine, ne pouvait savoir. La mine est un énorme bloc de roche granitique. Mais après plus d'un siècle d'extraction, la structure s'était fondamentalement affaiblie. Un gros bloc s'était détaché des parois de cette énorme cavité. Il s'était détaché à 200-300 mètres de profondeur. Il était tombé et il avait coupé certains accès pour pouvoir travailler au fond de la mine. Et les mineurs se trouvaient à 680-700 mètres. Et ce très gros bloc a endommagé tout le chemin d'accès. Souvent, dans les effondrements souterrains, la matière s'affaisse et remplit les espaces excavés. Heureusement pour les mineurs de San José, la roche granitique est si solide que lors de cet effondrement, des blocs coupent les voies d'évacuation, mais sans écraser les mineurs. Personne n'est sorti de la mine ce jour-là, sauf un chauffeur de camion et une autre personne, je crois. Les mines souterraines ont un système qui permet de savoir qui est dedans et qui est dehors. Chaque mineur met une petite punaise sur un panneau avant d'entrer. Le directeur de la mine a couru jusqu'à l'entrée de la mine. Il a commencé à compter les punaises et il a réalisé que 33 mineurs étaient au fond. Les familles des mineurs ont commencé à se rendre sur place pour avoir des réponses, car elles n'avaient aucune nouvelle. Certaines épouses disaient « Il m'appelle toujours quand il sort de la mine ». Ils savaient que c'était dangereux. Ils savaient que les mineurs y étaient. Alors ils sont allés là-bas et ont commencé à frapper à la porte. Le ministre chilien chargé des mines, Laurence Goldborn, s'est rendu sur place. Il a rencontré les familles et le gouvernement chilien a pris le contrôle du sauvetage. Normalement, au Chili, ce sont les entreprises qui organisent ces sauvetages. Dès le début, tout était une question d'espoir. C'est pourquoi on a surnommé ce camp Espérance. Très vite, des campements se sont installés. Il y avait bien sûr le camp Espérance, des familles étaient là avec les enfants. Le camp Espérance continue à s'étendre, et avec lui l'optimisme de ceux qui l'abritent. Des centaines de journalistes sont venus, et aussi des gens qui voulaient donner un coup de main. Peut-être 1 millier de personnes en tout. On ne savait pas si les gars étaient encore en vie. Alors, un des premiers objectifs, ça a été de creuser pour établir un contact avec eux. Depuis la surface, des compagnies minières ont réalisé des sondages à peu près du diamètre d'un bras humain, avec différentes trajectoires courbes. Tout le monde se disait, si les gars sont vivants, ils doivent être au fond de la mine. Personne n'avait de carte précise de cette mine souterraine, car elle était très ancienne. Lorsque vous forez, vous savez où vous êtes, à quelle profondeur vous êtes, dans quelle direction vous allez, mais vous n'avez pas de volant de direction. On a fait 18 tentatives. À chaque fois, on en savait un peu plus sur le comportement de la roche.
sur les déviations de la roche. On a essayé de descendre la tige de forage à la verticale, mais elle déviait vers la droite, à cause de sa largeur et de sa rotation. C'était un véritable défi. Les premiers forages devaient atteindre une cible, mais ils n'y parvenaient pas. Chaque fois, ils partaient trop bas et trop à droite. Les montagnes abritent de nombreuses structures métalliques cachées qui ne figuraient pas sur les cartes. Quand on perce, on a une chance d'en atteindre une. La tige éclate et il faut tout recommencer. Chaque fois qu'un forage mène à une impasse ou à une déviation, la machine est mise dans une position différente et l'opération reprend. Plus de 8000 mètres de forage sont ainsi réalisés. Chaque morceau de tige pèse environ 180 kg. Mais quand vous en assemblez 2 ou 3, c'est comme un spaghetti. Notre crainte, c'était que le forage n'atteigne pas la galerie, ce qui aurait indiqué des erreurs de topographie et nous aurait obligés à travailler à l'aveuglette. Le premier forage n'a mené à rien, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième non plus. Au total, il a fallu réaliser 18 sondages pour tenter de retrouver les 33 mineurs bloqués au fond de la mine. Et puis le 16e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un des gars m'a appelé vers 6 heures et m'a dit « J'ai réussi à rentrer dans la mine et j'ai entendu quelqu'un taper sur la tige. » C'était à environ 680 mètres de profondeur. Le bruit était vraiment très fort. Un bruit si fort qu'on a su sans aucun doute qu'au moins l'un d'entre eux était vivant dans la galerie. Ils avaient sorti la tige de forage et vu des marques rouges au bout. Elles étaient là avant, ces marques? Non, non, elles n'étaient pas là. Et ils ont vu toutes ces notes et ces bouts de papier. Et la note qui disait « Nous sommes vivants dans le refuge. Nous sommes 33, nous allons bien. » Ce bout de papier était vraiment le symbole qu'il y avait une chance de les sauver. C'est à ce moment-là que l'opération de sauvetage a pu vraiment se mettre en place, parce qu'on savait qu'on avait une chance de les sauver. Il fallait les libérer, il y avait une chance. Tout d'un coup, les choses ont changé. Tout le monde a pensé c'est un miracle, un vrai miracle. À la mine de San José, on creuse désormais à la recherche de quelque chose de plus précieux que le minerai. Une recherche qui a poussé des centaines de proches et d'experts à se rassembler dans ce campement improvisé. Il fallait d'abord s'assurer de leur fournir de quoi survivre. On a continué à forer dans un trou déjà existant et on y a placé des tuyaux et tout ce qu'il fallait pour apporter de l'air frais en permanence. Ils ont établi une liaison par câble en fibre optique. Ils ont envoyé une caméra pour qu'ils puissent donner des informations sur leurs conditions de vie et échapper un peu à l'ennui. Ils ont envoyé un projecteur pour qu'ils puissent regarder la télé. Comme ça, ils pouvaient regarder les infos tous les matins et on y parlait presque toujours d'eux. La plupart des responsables politiques auraient dit « on choisit un plan et on l'applique correctement ». Pinera n'a pas fait comme ça. On a fait appel à des commandants de sous-marins, on a fait appel à la NASA. On avait donc des astronautes et des commandants de sous-marins. On a fait appel à des spécialistes des roches, du secteur pétrolier. On a fait appel à des Sud-Africains. Et 3 plans différents ont été mis en compétition. Les 3 plans consistaient à forer un trou suffisamment grand dans le refuge pour pouvoir treuiller les mineurs dans une nacelle. Mais le forage d'un trou aussi large et aussi profond constituait un énorme défi pour les ingénieurs. Le plan A était le plus sûr. Il prévoyait l'utilisation d'une foreuse Strata 950. On savait qu'il faudrait beaucoup de temps pour atteindre le refuge, mais qu'avec cette machine, on y arriverait. La Strata 950, exploitée par la société minière sud-africaine Murray & Robert, devait d'abord forer un petit trou pilote de 15 cm de diamètre. Il fallait ensuite alaiser ou élargir le trou jusqu'à 65 cm. Le plan B s'appuyait sur une foreuse Stram T130. On l'appelait le lièvre parce qu'elle était rapide et facile à utiliser. On a foré un trou de 14 cm, mais on a atterri au-dessus des gars. Alors personne n'a voulu l'utiliser. On a donc proposé d'utiliser ce trou comme guide et de l'agrandir. Ils avaient déjà un guide, ils n'allaient pas être déviés. Ils avaient une étude géologique complète et il y avait des géologues qui travaillaient, cartographiaient, étudiaient le comportement de la roche. Et puis on avait le plan C, proposé par une compagnie pétrolière. On a mis beaucoup de temps pour le mettre en place. Il a fallu 70 ou 80 camions pour tout apporter.
Le principal problème, c'est que la roche était si dure qu'elle ne pouvait pas être forée à l'aide d'un tricône. Les trépans à molettes ou tricônes sont formés de 3 molettes dentées pour écraser la surface rocheuse. Ils sont extrêmement efficaces pour les forages dans les roches tendres à moyennement dures, comme les argiles ou le calcaire dur. Mais la roche dioritique de la mine de San José est extrêmement dure. Sur le site de forage du plan B, c'est un système DTH pneumatique, DTH pour Down the Hole, qui a été retenu. On utilisait des marteaux. Chaque phase de l'outil est pourvue de pastilles en carbure de tungstène qui transmettent l'impact énergétique du piston de l'arrière du taillant vers la roche. C'était comme utiliser un marteau et un burin pour faire céder la roche. Nous entrons dans cette deuxième phase avec beaucoup d'espoir, de foi et d'optimisme sur le fait qu'ils s'en sortiront. Lorsqu'on est entré en contact avec eux pour la première fois, on a pensé qu'on pourrait les sauver en 2 semaines. Mais avec la nécessité d'un forage plus large, on a pensé qu'il y en aurait pour 4 ou 5 mois de plus. On a annoncé hier que l'un des 3 puits de sauvetage en cours de forage était arrivé à mi-chemin. Pour ramener les mineurs en toute sécurité à la surface, Phoenix, une capsule de survie, a été mise au point. Elle doit pouvoir passer par le premier des forages de sauvetage. La capsule Phoenix a été conçue pour parcourir les 800 mètres séparant les mineurs de la surface. Nous avons décidé de construire 4 modèles différents avec des largeurs et des hauteurs différentes parce qu'on ne savait pas exactement comment la capsule fonctionnerait. Le principal composant de la capsule, ce sont bien sûr ses roues conçues pour qu'elles puissent circuler facilement. À l'intérieur, on a placé des réservoirs d'oxygène. On a ajouté une caméra de communication spéciale et on a réfléchi à tout ce dont le passager pourrait avoir besoin. Elles étaient équipées d'un système de largage pour pouvoir la faire redescendre en cas de blocage. Le système de forage le plus rapide progresse à 4 mètres par heure. Le premier puits de sauvetage pourrait donc atteindre le refuge des mineurs dès demain ou samedi, même si personne ici n'aime faire de pronostics. Les mineurs ont contribué à leur propre sauvetage. On leur a dit « Les gars, on a besoin de votre aide. Au lieu de retirer les débris, on va les envoyer au fond de la mine. » 20 tonnes de débris doivent être déblayées chaque jour. Du carburant est envoyé aux mineurs pour faire tourner les machines. Pour que le forage continue, les mineurs doivent se remettre au travail. Enfin, au 65e jour, la foreuse du plan B ralentit et réalise sa percée finale, complétant ainsi le puits de sauvetage. Jusque-là occupés à balayer leur tente, les femmes des mineurs ont posé leur balai. Une question se pose désormais. Faut-il introduire un tube de cuvelage dans le puits du plan B, ce qui retarderait le sauvetage de plusieurs jours mais le rendrait plus sûr? L'insertion d'un tube de cuvelage dans un forage le protège d'un éventuel effondrement. Quelqu'un m'a demandé « On installe un cuvelage ?» J'ai répondu « Pas question. C'était du granit. Ça n'allait pas s'effondrer. » Le forage n'était pas droit. C'était impossible d'y faire passer un tube. Et nous n'avions aucune machine capable de placer une telle quantité de tuyaux dans le forage. Mais pour satisfaire tout le monde, on a installé 40 ou 48 mètres de cuvelage à l'entrée du forage. L'espoir avait atteint son paroxysme le 12 octobre. On avait entendu dire que le sauvetage était imminent. Ce trou dans le sol pourrait bien être le théâtre de la plus grande opération de sauvetage jamais menée. Faire sortir un gars, ok. 2, pourquoi pas. Mais penser que les 33 allaient tous en sortir vivants, il aurait pu se passer tellement de choses. Ils ont choisi le premier à remonter, Florencio Avalos, un homme d'une vingtaine d'années. Le président est là, sa femme est ici et sa famille est là. On a pris 45 minutes pour remonter le premier. Puis quand on a vu que tout se passait bien, on a accéléré. Vive le Chili! Vive le Chili! Ça y est, le Phoenix s'est posé. On les voyait remonter un par un dans les moindres détails. C'était comme suivre une Coupe du Monde. 1 milliard de personnes ont suivi le sauvetage dans le monde entier. Lorsque le 33e mineur est enfin remonté à la surface,
La fête a pu commencer. Pour moi, c'est miraculeux qu'après 70 jours, ils aient tous été vivants. C'est un vrai miracle. Une grande enquête a été menée pour identifier les causes de cette catastrophe, mais pas la façon dont elle a pu se produire. L'enquête a montré à quel point ces mines étaient mal entretenues. Le problème, c'est qu'en réalité, aucun puits de sauvetage n'a été construit. Et ça a causé un très gros problème. Certaines grandes sociétés minières ont fait de grands progrès en matière de santé et de sécurité, mais c'est aussi le cas des petites sociétés. Ce sont plutôt les sociétés moyennes qui ont renié sur ce type de dépenses. L'enquête sur l'effondrement de la mine de San José, menée par le procureur régional d'Atacama, durera 3 ans. Ni les propriétaires de la mine, ni les autorités locales ne feront l'objet d'une mise en accusation. Cet événement a mis en avant l'importance du travail des mineurs au Chili. C'est une des conséquences majeures de cet accident. Le milliardaire chilien Leonardo Farcas a fait don de $10 000 aux 33 mineurs et 14 d'entre eux ont reçu une pension à vie d'une valeur de $540 mensuels accordée par Cecilia Morel, la première dame du Chili. Les mineurs ont été vus comme des héros pendant une période très brève. Ils sont allés à Disneyland, ils sont allés en Grèce. Il y a eu toutes sortes de célébrations. Et puis le monde a oublié. Et aujourd'hui, on en retrouvera peut-être à vendre des légumes. Pourtant, il y avait tellement à apprendre d'eux. Leur incroyable aventure aurait pu servir de leçon au monde entier. Mais au final, on ne leur a accordé d'importance que tant que le monde entier avait les yeux tournés vers eux. Ils ont eu l'impression qu'en fait, personne ne se souciait vraiment d'eux. Le gouvernement chilien a doublé son budget d'inspection annuel. Et le nombre d'inspecteurs est passé de 18 à 45. Mais lorsqu'en 2017, 2 mineurs se retrouvent piégés dans la mine de Delia, au sud du Chili, personne ne contacte les personnes impliquées dans le sauvetage de 2010. Après le sauvetage proprement dit, nous avons repris le cours de nos vies. De mon point de vue, rien n'a changé. Une nouvelle catastrophe s'est produite et personne ne nous a appelés. Il serait très difficile d'obtenir un nouveau permis d'exploitation ici, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. La fête au camp Espérance a pris fin. La mine de San José est fermée pour de bon et l'interminable journée de travail des 33 mineurs a enfin pris fin. Nous comptons sur les ingénieurs pour nous aider à réduire les risques que nous courons. Mais en réalité, nous vivons sur une planète qui bouge et évolue en permanence. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas en mesure de prévoir la prochaine catastrophe. Il est donc vital de concevoir des bâtiments et infrastructures capables d'y faire face. Au cours des 25 années écoulées depuis le séisme de Northridge, la Californie a mis en place des codes de construction plus stricts, des exercices de préparation au séisme et une application d'alerte précoce. Quant au secteur minier, la sécurité n'y est toujours pas optimale. De nombreuses mines connaîtront vraisemblablement de nouveaux incidents. Et la question n'est pas de savoir si la Terre va de nouveau trembler, mais quand ?